L'invité chez Agora, ici Télévision, de ce jeudi, mesdames et messieurs, c'est M. Vincent Marcheseau, conférencier et photographe passionné de l'Italie et son histoire. Vincent Marcheseau est diplômé en sciences politiques, relations internationales et langue allemande avec une certification d'italien comme langue étrangère. Il a donné une cinquantaine de conférences sur Venise, mais aussi sur la Renaissance, le Moyen-Âge, la vie quotidienne dans l'Antiquité romaine. Il a publié en septembre 2023 son premier livre, Séjour à Venise, portant sur la ville de Venise à la Renaissance. Vincent Marcheseau siège en tant qu'administrateur aussi au conseil d'administration de la Chambre du commerce et d'industrie de Montréal-Nord, ainsi qu'au conseil d'administration de Caisse des Jardins Saut-Récollet à Montréal-Nord. Alors Vincent, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui chez Agora. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, alors, votre livre, Séjour à Venise, la fabuleuse cité, en l'an 1500. Regardez cette couverture, mesdames et messieurs, ce coucher de soleil, ces couleurs de l'auteur lui-même, qui est photographe de vocation, Vincent Marcheseau. Magnifique couverture. Bon, à la voir là, symboliquement, là, on dit, moi je dirais que c'est Venise, là, même les yeux fermés. Là, on voit même des gondoles, enfin, de loin, là. Puis il y a le lac. Puis on parle d'un séjour à Venise, votre passion pour Venise. Puis c'est un récit historique. Moi, j'aurais parié peut-être qu'il va y avoir des photos, mais en lisant ce roman-là, on voit défiler des photos. Oui. Vous avez bien décrit ça. Pourquoi un récit historique dans un premier temps? Depuis déjà 7 ans, je donne des conférences sur l'histoire de Venise. C'est une ville qui fascine le public parce qu'on connaît ces gondoles, on connaît justement les grandes lignes de cette ville-là d'aujourd'hui, mais qui recèle un passé fantastique, un passé qui est extrêmement méconnu. Oui. Et donc, je me suis dit, j'ai un intérêt à en parler et je sais que les spectateurs ont un intérêt à en entendre parler. Oui. Cependant, je ne suis pas un romancier et je ne voulais pas écrire un livre de plus, un livre documentaire, un essai typique sur Venise. Il y a des gens, des universitaires qui sont là et qui le font bien. Donc, je me suis dit, ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur ce projet-là à temps partiel et je me suis dit, comment est-ce que je peux créer quelque chose qui soit entre les deux, entre le roman et entre le livre documentaire? Et donc, là, je me suis dit tranquillement, on va créer des personnages. On va créer des personnages vénitiens, mais aussi de l'extérieur, qui ont un point de vue extérieur sur Venise, qui vont nous parler de leur ville ou de cette ville qu'ils visitent. Donc, comme ça, on a des dialogues, on a une interaction, puis on découvre la ville comme ça, endroit par endroit, avec différentes facettes. L'information est très présente, c'est très contextualisé, mais donnée à travers des gens qui nous parlent de cette ville-là. Exactement. Puis il y a des personnages, des rencontres faites justement par vous-même, on va dire. C'est romancé. C'est romancé. Mais c'est inspiré de personnages, d'archétypes, de vraies personnes, finalement. Exactement, dans le fond. Et il est mentionné aussi que, justement, Venise, il y a une touche historique, que Venise compte désormais environ 100 000 habitants. J'aurais parié que c'est plus, là. Qui fait la troisième ville la plus peuplée d'Europe, après Paris et Milan, mais c'était plus que ça. C'est quoi les raisons de ce dépeuplement? Alors, en 1500, effectivement, Venise est la troisième ville la plus peuplée en Europe, pratiquement. Paris, Grande Paris, Milan, Naples, des grandes villes aussi, et Venise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après plusieurs épidémies de peste? Et la première grande vague de peste, 1348 à 1352, va tuer à peu près une personne sur 3 en Europe. La fourchette est très vaste, là, mais c'est plusieurs dizaines de millions de morts. Venise n'y échappera pas. Et à fréquence irrégulière, la peste va revenir à Venise et va tuer 10, 15, 20, 30 000 habitants. Et au cours des années 1400 et 1500, la peste revient. Aujourd'hui, donc, Venise a 48 000 habitants environ en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 100 000 habitants jusqu'à 48 000 environ? Bien, écoutez, Venise va atteindre environ 175 000 habitants à la fin du 16e siècle. Et après ça, la maladie revient. Et la ville, surtout, elle n'est pas très grande. Hein. Ceux qui sont déjà allés le savent, elle n'est pas très grande. Elle se marche très rapidement, très, très simplement. On en reparlera tout à l'heure, évidemment, mais Venise va être construite sur l'eau. C'est une ville qui est difficile à développer et à agrandir. Exact. Et donc, son développement urbain va être limité. Donc, elle n'aura jamais plus que 175 000 habitants, alors que Paris, évidemment, va décoller, et Milan aussi, les grandes villes d'Europe en général aussi. Exactement. Donc, c'est ça, cette raison. La peste, à plusieurs reprises, mais plusieurs villes d'Europe aussi. Et ensuite, développement urbain limité.
Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Venise avait encore environ 170 000 habitants. Oui. Et les gens vont quitter la ville progressivement Oui. pour des meilleures conditions de vie ailleurs. Oui, parce exact. que vivre à Venise, c'est pas facile. C'est pas une ville où il est facile de se déplacer quand on est âgé. Oui. Les gens quittent. Oui, les gens quittent. Puis, moi, j'ajouterais un détail, peut-être, je ne sais pas s'il a son importance, la COVID aussi. L'Italie a été frappée, hein, comme il faut. Beaucoup en L'Espagne février aussi, 2020, oui. Oui, exactement. Et puis, il y avait eu quand même beaucoup de morts, là, mentionnons-le en général. Cette rencontre avec Martin, Oui. sillonnant les rues, puis d'autres rencontres avec ce praticien qui fait part Oui. de l'importance du vocabulaire urbain Oui. à Venise. Oui. C'est important, ça, hein? Oui. Venise est une ville unique, hein, une ville sur l'eau qui est unique. D'autres grandes villes qu'on connaît, Amsterdam, a des canaux. Mais Venise est construite littéralement sur l'eau, Oui. à plus de 80% sur l'eau. Et donc, le vocabulaire urbain, aquatique, il est extrêmement présent. On a una piscina, Oui. pas une piscine, C'est mais ça. c'est une espèce de petit lac qui est en transformation, en voie d'être éventuellement adapté sous forme de construction urbaine. Mais vous le comprenez. Mais est-ce que tous les touristes peuvent s'approprier facilement ce Oui, vocabulaire? c'est compliqué. C'est Il faut- compliqué, C'est hein. compliqué parce que même moi qui connais quand même un peu la ville, j'ai encore des choses à apprendre. Et la ville s'est articulée autour de ce vocabulaire-là Oui. tout au long de son histoire. Aujourd'hui, il est moins présent. La ville est achevée. Mais oui, effectivement, c'est compliqué à apprendre, à mémoriser. Oui. Et le mot, par exemple, piscina ne nous dit rien aujourd'hui par Oui. rapport à ce que c'était pour vrai à Venise. Donc, à donc l'époque. passer une semaine à 2 semaines, il pourrait y avoir une petite acclimatation. Oui. Il faut s'acclimater. Oui, il faut lire des livres, des guides touristiques spécialisés. Oui, ça, c'est À intéressant. Venise, on n'a pas des rues, on a des rues, des cailles, cailli prononcé au pluriel en italien. Les Vénitiens ont un accent particulier Oui. avec leur vocabulaire pour décrire tout cet écosystème urbain-là. Oui. Mais le livre en décrit un peu, aide un peu à Oui, apprivoiser ce vocabulaire. c'est comme un guide touristique, là, il faut le dire. Là. Séjour à Venise, là, notre invité, là, regardez, là. Les gens qui vont le lire, vous allez voir comme un guide touristique, parce qu'il y a la mention de quartiers, là, certains Ouais. quartiers, nom d'église, ça pourrait être pour les gens qui vont partir à Venise, s'y référer. Ouais. Justement, Séjour à Venise, la fabuleuse cité en l'an 1500 de notre invité de ce jeudi, mesdames et messieurs, Vincent Marchesson. On va faire une petite pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Séjour à Venise de son auteur Vincent Marchesson, que nous invitons chez Agora en ce jeudi. Mesdames et messieurs, avec votre permission, cet extrait à la page 85. Les Verre da Pozzo, il faut bien prononcer, hein. Une ville dans l'eau qui manque d'eau. Au milieu du campo, ce qui s'apparente à un puits apparaît distinctement, trop concentré sur la recherche des morilles. Je ne l'avais pas remarqué. Une élégante margelle de pierre ouvragée surmonte une grosse dalle de pierre d'Istrie. Un épais couvercle métallique la recouvre et en protège le contenu. Des figures allégoriques la décorent joliment. Une autre curiosité vénitienne, pensai-je immédiatement. Est-ce un puits ? Demandai-je en pointant la jolie structure. Beaucoup de gens croient cela. Mais vous vous imaginez faire construire un puits dans les eaux salées de la lagune ? Cela n'aurait aucun sens. Non, c'est une Verra da Pozzo. Leur fonctionnement est bien plus complexe et ingénieux. Il y en a une centaine dans toute la ville, du moins une centaine, qui est de propriété publique et 4000 autres de propriété privée. Là, on s'instruit, mesdames et messieurs. Remarquez, les Verre da Pozzo. C'est une merveille de Venise qui n'existe nulle part ailleurs, ces types de puits, Vincent. À ma connaissance, c'est un phénomène effectivement unique à Venise. Oui, hein? D'où le fait que, à l'origine du fait que Venise est complètement sur l'eau. On est vraiment complètement construit sur une lagune. Donc, quand on va dans le sol, on a de l'eau salée, on a de la boue, on a de la vase. Alors, comment on récupère l'eau potable? C'est ça. C'est une des astuces. La principale astuce à Venise, mais là, on parle du Moyen-Âge. Aujourd'hui, il y a d'autres types de citernes, mais à l'époque, en 1500, les Verre da Pozzo sont la principale source d'eau potable à Venise. Oui. Puis
Est-ce qu'ils utilisent des moyens vraiment sophistiqués pour faire sortir cette eau? C'est relativement sophistiqué pour l'époque, entendons-nous. Pourquoi? Parce que c'est donc une espèce de puits, fondamentalement, mais pas qui récolte de l'eau au fond du sol. Oui. Alors, on a un système sur une petite place publique, on a un système de tout petites embrasures, d'ouvertures, qui récolte l'eau de pluie, qui va passer sous terre, en dessous de la place publique, qui va être filtrée par de l'argile, du sable, et qui va s'engouffrer dans une forme de puits, une margelle, où l'eau va être récoltée au seau par les gens qui en ont besoin. Ah, magnifique. Donc, c'est toute une structure c'est une structure impressionnante. À suivre, justement. On va parler de l'église Santa Maria Gloriosa de Frari. Les Frari, oui. Alors, il doit y avoir un rôle spirituel que cette église a joué dans la vie des Vénitiens. Les Vénitiens sont très croyants. Ils sont très croyants quand ils le veulent, parce que les Vénitiens se disent souvent Vénitiens d'abord, chrétiens ensuite. Oui. Donc, les intérêts, on va pas dire nationaux, parce que le terme n'est pas d'époque, mais les intérêts de Venise avant tout. Oui. Et s'il faut faire affaire avec des infidèles, comme on disait à l'époque, pas de souci. Donc, les Vénitiens sont croyants. Et cette église-là, qui est une des plus majestueuses de Venise, effectivement, en est une très importante. Elle est très importante d'ailleurs parce qu'elle va accueillir différentes œuvres d'œuvres d'art en 1500, avant 1500 et bien après aussi. Des sculpteurs comme Canova vont avoir des œuvres dans cette église-là, datant de plusieurs doges, donc les responsables politiques de Venise, si on peut dire ainsi, vont être dans cette église-là. Elle va accueillir beaucoup de commémorations, beaucoup de messes, mais c'est une ville particulière pour ses œuvres d'art qui y sont. Pour les œuvres d'art, justement. Ce quartier-là, des Castello. Oui. Alors, quartier où la misère règne. Oui. Mais pourquoi ce quartier exactement? Pourquoi la misère, elle est juste concentrée là? Elle est surtout à Castello, la misère, mais elle est également dans d'autres quartiers. On dit quartier, mais à Venise, on parle de sestiere, parce que la ville est divisée en 6 sections. Donc, un sextier, on traduirait en français. À Venise, on ne parle pas de quartiere, on parle de sestiere. Oui. Castello est un des 6 sestiere. Pourquoi? Parce que Castello est un quartier périphérique. Là où les conditions de vie sont moins bonnes, on est loin des grands centres que sont la place Saint-Marc et le marché du Rialto. Son emplacement stratégique. Stratégique et excentré, géographique. Donc moins intéressant pour les gens, moins proche des commerces et des grands centres religieux et politiques. Et donc, dans ce quartier-là, ce sestiere-là, se retrouvent beaucoup d'immigrants. D'immigrants, oui. Sans qualification, qui s'entassent dans des conditions misérables et qui versent des loyers relativement élevés à des nobles vénitiens qui souvent sont propriétaires. Oui. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on lit des témoignages des archives de l'époque, des prostituées qui s'entassent à 8 ou 10 avec des immigrés des Balkans, d'Europe de l'Est, qui essaient de survivre. Et souvent, la génération suivante s'en va réussir à avoir assez de sous pour quitter ce quartier-là, remplacé par d'autres immigrants. Qui, comme dans certaines grandes villes aujourd'hui. Hein, oui. Il y a une concentration de personnes. À l'extérieur des grands centres. Exact. Et quand ces gens-là s'enrichissent, sont remplacés par d'autres nouveaux arrivants. Ça a toujours été la structure, justement. Quand on parle de Rialto, on parle de quoi, justement? Le Rialto, c'était d'abord une zone de peuplement de Venise. D'ailleurs, le mot Rialto vient des mots latins rivus altus. Là où la rive est haute. Là où la rive est haute, c'est ce que ça veut dire. Rivus altus, rive haute, en latin. Donc, c'est un des foyers de peuplement initial de Venise où les Vénitiens sont installés pour survivre. À l'époque, quand les premiers Vénitiens fuyaient pour survivre. Et donc, ils ont créé des bâtiments là où il y avait de la terre, là où il y avait une rive plus haute. Le nom vient de là. Progressivement, c'est devenu un nom associé à un grand marché. Énorme marché public où on trouve des produits qui viennent d'Orient, du gingembre, c'était excessivement exotique pour l'époque, de retrouver ça des milliers de kilomètres plus loin, du cumin, etc. Une époque où le poivre se vendait au grain. Au Rialto, c'est ce qu'on retrouve, une multitude d'odeurs, de saveurs de produits, de marchands étrangers qui viennent faire commerce. Mais il faut dire que c'est une ville qui a été marquée aussi par l'histoire, parce que les Romains étaient là, et ils ont laissé tout un patrimoine, toute une façon de faire et de savoir vivre aussi. Oui. Les Romains n'étaient pas très loin, mais Venise n'existait pas. Venise va commencer à être créée vers 500, 600, 700, mais l'héritage romain, il est là. Et certaines sources archéologiques disent qu'il y avait effectivement déjà des vestiges romains dans la lagune, de plus en plus. Mais Venise, comme telle, n'existait pas à l'époque de l'Empire romain. Oui, OK. Alors justement, dans la lagune,
On va parler, parce qu'elle a un rôle aussi, elle a joué un rôle aussi Ouais. dans la structure urbanistique de la ville en général, dans l'imaginaire même des Vénitiens. On va en parler, on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. J'accueille en ce jeudi M. Vincent Marcheseau qui a écrit ce livre, Séjour à Venise. La photo, c'est de lui. Crédit Vincent Marcheseau, Séjour à Venise. La fabuleuse cité en l'an 1500. On vous revient tout de suite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision, Vincent Marcheseau. Intéressante discussion sur Venise. Il a écrit ce livre. Bon, on va mentionner qu'il est écrit en auto-édition. Oui. C'est bien ça. Bah, c'est un effort considérable de son auteur à saluer justement pour nous projeter vers cette ville unique par sa beauté, cette ville d'histoire. Venise, en Italie. Là, on est arrivé à la lagune. Avec Katharina, vous parlez. Alors, Katharina, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la lagune, c'est le berceau Ouais. de Venise. Ouais. C'est le berceau de Venise parce que Venise, on le disait un peu il y a un instant, naît sur l'eau. Oui. Mais les Vénitiens, les premiers Vénitiens qui sont des réfugiés, s'installent dans cette lagune-là Oui. qui est très inhospitalière pour fuir l'invasion des Lombards, qui étaient des Germains, donc des gens venus d'Europe du Nord, qui vont traverser les Alpes. On est environ vers l'an 550-560. Les Lombards s'installent dans l'actuelle Lombardie, région de Milan, et déferlent vers la lagune. Ces gens-là fuient pour sauver leur vie. Oui. Dans ce labyrinthe de canaux, de marécages, environnement très inhospitalier, là, on s'entend. Il n'y a pas de structure ou presque pas. Il y a quelques maisons de pêcheurs, mais c'est tout. Et ils vont fonder Venise, celle qu'on connaît aujourd'hui comme la belle Venise. Oui, oui. Donc, c'est le berceau de Venise. Ces gens-là font preuve d'une admirable ingéniosité parce qu'ils vont dans un chapitre qui l'explique, qu'ils vont assécher des parcelles de terre, ou de boue, de marécage, vont enfoncer des dizaines, des centaines, des millions de troncs d'arbres, de pieux dans le sol pour y mettre des fondations et tranquillement agrandir les petites parcelles de terre qui existaient déjà. Donc, c'est vraiment le berceau de Venise dès le départ. Et c'est fascinant vu comme ça. Et puis les fondations, ils avaient leur importance parce qu'ils permettaient de bien gérer les choses, justement. Oui, qui ne construisait pas, qui voulait construire aussi simplement. Dans mes recherches, j'étais vraiment surpris de voir que l'État vénitien, la commune, comme on dit à l'époque, donne des permis de construction, réglemente les standards, les aménagements, les ruelles, etc. Oui. À partir de 1224, c'est l'État qui donne des permis de construire. OK. Il y a des appels d'offres qui ont lieu avant. Donc, c'est très, très structuré. Oui. Venise se construit comme ça, en grignotant littéralement sur l'eau de la lagune. Magnifique. On va parler de cette question des droits des femmes. Oui. Sur Katharina, quelques mots à ce niveau. Oui, on mentionnait le nom de Katharina il y a un instant, personnage qui arrive dans le deuxième moitié du livre, qui est une proto-féministe, qui est une dame qui est en train d'écrire un livre. Et ce livre-là, qu'elle écrit, les arguments qu'elle prête dans son livre, que je lui prête, sont des vrais arguments qui ont été vraiment publiés, mais 100 ans plus tard, par une vraie proto-féministe, Moderata da Fonte, vers 1600. Et j'ai légèrement modifié le titre de son livre, j'ai pris les mêmes arguments et ma personnage de Katharina explique ça. Oui. Les femmes ce qu'elle dit, c'est que les femmes, leur plus grande vertu, c'est la négation. Oui. Et si on avait des femmes juges, des femmes avocates, des femmes aisées financièrement, Oui, participe. qui participent, la situation ne serait pas la même pour les femmes. Magnifique. Donc, c'est très précoce comme pensée. Oui, oui, exactement. Et puis ça date de longtemps quand même que ce militantisme a eu lieu. Alors, Vincent, je vais te proposer, si tu veux bien, la lecture d'un extrait pour mettre au parfum nos lecteurs et nos lectrices qui nous regardent partout au Québec, au Canada. C'est à vous. Oui. Je vais récupérer ça ici. Oui, bien sûr. Un extrait que j'aime beaucoup. Un des premiers extraits que j'ai écrits, c'est aussi au début du livre, parce que notre personnage, le jeu, arrive en haut d'une tour, d'un clocher, d'un campanile, et découvre la ville vue d'en haut. OK. Vue d'en haut. J'arrive, c'est juste ici. Alors. Parfait. Le souffle court, les genoux légèrement endoloris, j'arrive enfin au bout de ces centaines de marches, alors que la lumière du soleil se fait de plus en plus vive. Une poignée d'individus est déjà là, répartis entre les quatre côtés du cubicule offrant vue sur la ville. Sans leur prêter attention, je m'approche à mon tour de l'embrasure s'ouvrant vers l'extérieur. Wow! Le gondolier avait raison. Le panorama est sensationnel.
Venise, la cité la plus riche et la plus influente du monde occidental, s'étend devant mes yeux et je l'embrasse du regard. Elle s'étire sur quelques kilomètres, en forme de poisson baignant dans les eaux d'une vaste lagune séparée par la mer Adriatique par un fin cordon de terre. Le choc est tel qu'il en devient difficile de décrire le paysage. La première impression provient des milliers de toits aux tuiles rougeâtres de terracotta qui se chevauchent dans cette étendue urbaine. Cette description-là, on sent qu'on est dedans quelque part. Oui, c'est une description quasi photographique, Oui, hein, oui. parce que ce paysage-là, du haut du campanile de Saint-Marc, on peut encore le voir très, très bien aujourd'hui. Oui, oui, On peut monter et voir ces tuiles-là, l'eau, la terre et l'eau qui baigne la lagune, qui baigne la ville de Venise dans la lagune autour. Magnifique. Alors vous qui êtes passionné justement de Venise, parlons de son avenir, de ces bateaux Quel est l'avenir de Venise avec tout ce qu'on vit dans ce monde, avec les répercussions de la COVID? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau? La COVID actuellement n'a pas une des conséquences si grandes à Venise. Il y a plusieurs autres enjeux très importants par contre. Le premier mythe un peu à défaire, chose à démystifier, c'est que la ville s'enfonce dans la lagune. Ça, j'entends tout le temps ça dans les conférences, la ville s'enfonce, je vais y aller avant qu'elle s'enfonce. La ville s'enfonce, pour vrai, oui, mais environ 2 mm par année. C'est pas beaucoup. C'est très peu. La ville s'est enfoncée beaucoup dans les années 60-70, quand on a pompé les nappes phréatiques pour avoir de l'eau potable. Donc, la ville s'est enfoncée. Ça s'est stoppé au début des années 1970. Aujourd'hui, la ville s'enfonce beaucoup moins qu'avant et c'est pas un enjeu si important. Deux enjeux principaux. Les marées hautes, qu'on appelle les aquae alte. L'eau, ce sont des marées qui sont particulièrement hautes, si bien que la ville devient partiellement inondée pendant un certain temps. C'est quelques heures, c'est des marées, donc l'eau redescend. Le gros souci lié à ça, c'est le sel. On est dans la lagune, la mer Adriatique, donc de l'eau salée. Le sel l'eau pénètre dans les bâtiments, dans les briques des bâtiments, l'eau se retire, mais le sel demeure. Donc, fait fissurer les briques et le sel monte en grande hauteur, en forte hauteur. Il fait fissurer des briques parfois à 30 mètres de hauteur. Et donc là, les coûts de restauration augmentent considérablement aujourd'hui. Et ce qui est un peu assez vicieux, de plus en plus de gens quittent Venise. Trop cher y vivre, trop de grands frais de restauration, peu d'ascenseurs, les commerces de proximité ferment parce que rachetés par des compagnies étrangères pour en faire soit des Airbnb, des hôtels ou des commerces. Donc la ville, un peu se dépeuple et parle de son âme de ville. Devient une ville mono-touristique comme mono-industrie. Oui, d'accord, très bien. Séjour à Venise de son auteur Vincent Marcheseau. Mesdames et messieurs, je vais mentionner qu'il est disponible à la librairie Bertrand au Vieux-Port. Et puis, les gens qui aimeraient se procurer le livre, contacter justement en personne. Vincent Marcheseau, son site web conférencier.marcheseau.ca. Sentez-vous libre de donner votre courriel aussi, si vous le voulez. Très simplement, vincent@marcheseau.ca. Et voilà, donc pour se procurer ce livre, un dernier mot, il reste quelques secondes. Projet d'avenir? Projet d'avenir, la suite de ce livre-là, qui va se dérouler à Florence, en Toscane. Très bien. Et un livre de photographie de Venise qui sera pour septembre 2024. Ah, magnifique. Eh bien voilà, c'est fait, c'est dit. Merci beaucoup, Vincent Marcheseau, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran, avec vous chez Agora, à ICI Télévision. À jeudi prochain.